Le sain et le pathologique, deux éléments clés d'un système de pensée, d'un système de gestion. La façon de voir, d'envisager, de comprendre un phénomène vivant impacte directement la façon dont on le gère, ou du moins dont on tente de le contrôler. Et si la problématique était parce qu'on l'envisage, on la comprend sous un modèle à prédominance pathologique. Pesticides, herbicides, maladies animales, antibiotiques, antidépresseurs, psychopathologie. La liste des mots est longue et à chaque petit mot, un petit remède. Il y a des départements entiers d'agriculture fondés sur les pathologies, les recherches sur les maladies, sur les insectes nuisibles des plantes. L'approche de l'agriculture industrielle est construite sur ce paradigme. Faire pousser une plante mal adaptée et faible à l'aide d'intrants extérieurs. Doit-on nourrir la plante ou le sol? Peu de gens se demandent qu'est-ce qui rend une plante forte et résistante génétiquement. Nous tentons de guérir ce que nous avons oublié de soigner. Pourquoi les insectes ravageurs se jettent-ils sur cette plante? La variété est-elle mal adaptée? L'espèce mal cultivée? Les insectes ont-ils d'autres sources de nourriture? La maladie, les insectes cherchent toujours la faiblesse, tout comme un prédateur ne s'attaque pas à l'animal le plus fort d'un troupeau, mais bien à son élément le plus faible. Pourquoi n'y a-t-il pas de département de recherche sur comment, dans quoi et pourquoi pousse une plante forte, résistante et saine? Même constat au niveau des animaux. Lorsqu'on veut faire de l'élevage, la liste des maladies et des pathologies donne le vertige. Pour les lapins, pour les canards et les oies. Mais la littérature ne nous fournit que des éléments d'élevage industriel pour nos animaux. Quelle façon élever un lapin pour qu'il soit tellement en santé que la maladie et autres ne l'affectent pas, ne s'immiscent pas ou ne l'impactent que moindrement? Encore une fois, peu ou pas d'informations. Même constat pour tous les animaux d'élevage. Poules, bœufs, chèvres, moutons et cochons. Rien n'échappe à ce paradigme. L'humain non plus, mais c'est plus évident. Antidépresseurs, antibiotiques, anti-inflammatoires. Une personne avec des mauvaises habitudes de vie, un surpoids, une faible activité physique a plus de chances d'être malade et d'être impactée temporairement ou durablement qu'une personne en santé. C'est du côté de l'alimentation que la vision pathologique est moins présente. Pourquoi? Pourquoi cet intérêt plus qu'ailleurs? Est-ce parce qu'une alimentation saine, favorisant une masse corporelle adéquate, est plus attirante sexuellement? Est-ce encore le culte de la sexualité et de l'esthétisme au cœur de notre société de consommation, utilisé pour vendre des choses intangibles, tout comme des objets matériels? Être en santé pour être en santé ou pour correspondre à des standards sociaux? Si le fond est pertinent, la motivation laisse parfois pantois. Le psychologique n'y échappe pas. DSM, manuel psychopathologique. Tout y est pour toutes les maladies, mais peu ou rien sur comment un humain peut et devrait vivre pour être véritablement heureux, pour avoir un sens profond dans son existence et un sentiment d'accomplissement sur l'ensemble des facettes de sa vie. Évidemment, la science s'intéresse et est financée par et pour ce qui rapporte de l'argent. Pas surprenant qu'il y ait si peu de littérature sur les petites fermes ou sylviculture, maraîchage et élevage travaillent en symbiose. C'est parce qu'il est plus facile de vendre des molécules plutôt que des systèmes. Sous cette brève réflexion, sans grande réponse, je vous laisse sur une citation de Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade.